Bon, voilà, bon, je vais vous parler donc de la sexualité. Je vais vous dire que, évidemment, la sexualité et la procréation, c'est un peu lié. Mais on a eu une surprise il n'y a pas longtemps. Hein, on organise au CNRS des rencontres qui s'appellent Sciences et Citoyens. Et on avait fait un truc sur sexe et sur sexualité, et je sais plus quoi encore, la sexualité et le plaisir, comme ça, enfin bref. La salle était pleine de jeunes, donc on reçoit des centaines de jeunes. Hein. Je vous conseille d'ailleurs, si vous recevez cette pub dans vos lycées, transmettez-la à vos élèves, c'est un moment extraordinaire pour eux d'aller rencontrer des chercheurs, ça se passe au Futuroscope à Poitiers, c'est le CNRS qui paye pratiquement tout, et on reçoit 500 jeunes, avec une centaine de chercheurs qui vont discuter avec eux. Bon. Donc on leur demande qu'est-ce que c'est le sexe pour eux et comment ça s'exprimer, etc. Au bout d'une heure, il y a quelqu'un qui a pris la parole pour dire, qui n'était pas un jeune, pour dire c'est extraordinaire, il n'y en a pas encore un qui dit que ça servait à faire des enfants. Donc effectivement, la perception du sexe par rapport à la production, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Bon. Alors, évidemment, je ne vais pas reprendre, on me demande des histoires, des idées sur le sexe, je ne vais pas reprendre tout parce que ça serait infiniment long et compliqué. Je regrette que Françoise Héritier soit pas là, en fait, pour vous raconter comment le chaud et le froid, la femme et l'homme, etc., doivent se rencontrer pour faire un enfant. Il est clair qu'on a eu toute une série de fables, de manières d'exprimer les choses. En tout cas, vous voyez ici, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, les créatures vivantes de l'élément humide, quand il a été évaporé par le soleil. L'homme était au début semblable à un autre animal, à savoir un poisson. Ça laisse des interprétations possibles. Hein. Vous savez que dans ce qui concerne notre culture, la découverte l'invention du microscope par Van Leeuwenhoek au XVIIe siècle l'a immédiatement amené à découvrir ses propres spermatozoïdes, comme le collégien qui en offre un, et puis immédiatement, hein, le dessin, c'est celui-là, et je n'aura jamais eu, donc effectivement, c'est la préformation, le petit homme moncule contenu dans l'animalicule spermatozoïde. Et cette histoire-là, alors premièrement, il ne faut pas abuser, il y avait aussi des ovistes qui pensaient que le petit bonhomme était dans l'ovule, hein. Mais quand même cette image-là a eu beaucoup plus de succès que l'image de l'ovule. Et elle correspond à quelque chose qui se raconte encore dans les familles françaises. Je pense que c'est de notre devoir d'enlever les choses fausses qui se racontent dans notre culture. Il faut absolument attaquer cette expression, hein. Le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Hein. En tant que botaniste, je dois vous dire que la graine, c'est la production de l'organe femelle de la plante. Hein. Et donc le papa ne fait pas du tout une graine. Hein. Et que, évidemment, c'est catastrophique de dire ça, puisque ça veut dire que le père fabrique l'enfant et que la mère est un terreau plus ou moins fertile, dans lequel les jeunes la graine. Donc demandez à vos élèves de ne plus répéter ça à leurs enfants, on ne voudrait plus entendre ce genre de phrase au XXIe siècle. Alors, vous savez qu'à l'époque, on prenait ça très au sérieux, la petite graine en question, si elle ne tombait pas dans une femme, elle était dans la terre, elle vient fabriquer des mandragores, hein, et que le mandragore était un être à moitié humain. Alors, excusez-moi, c'est un peu, mais bon, je passe là-dessus. Voilà, ça c'est la mandragore, donc, représenter une représentation du Moyen-Âge. C'est vrai qu'une mandragore réelle, ça ressemble un peu à un corps humain. C'est un garçon. Bien, bon, je passe là-dessus parce que ça serait trop long, mais évidemment, la question de la génération spontanée par rapport à la question de la procréation sexuée va rester longtemps une question. Est-ce que des formes vivantes peuvent apparaître? Ça va, c'est bon. Est-ce que des formes vivantes peuvent apparaître spontanément? Et le fait, dès la découverte du fait que non, c'est pas possible, il va falloir attendre. Oula, attendez, je passe là-dessus. Il va falloir attendre donc au XVIIe siècle que des gens comme Redi affirment qu'il est impossible, je vais vous le mettre en français peut-être. Donc voilà, après avoir produit les premières plantes et les premiers animaux dans les premiers jours du monde, par-dessus suprême et tout-puissant créateur, n'a jamais produit d'herbe des animaux, soit parfaits, soit imparfaits, que tout ce que nous savons qu'elle a produit dans le passé ou dans le présent provient uniquement des semences, des plantes, etc. Donc c'est seulement au XVIIe siècle que ce genre de choses va commencer à être affirmé et va vraiment prendre de l'ampleur dans la communauté européenne au XVIIIe siècle. Vous voyez que l'attitude fixiste qui consiste à dire tout a été créé et rien n'est plus produit de nouveau aujourd'hui est un progrès par rapport à l'attitude qui consistait à accepter la génération spontanée, les métamorphoses, les petites graines humaines qui viennent des plantes, etc.
Ah, c'est ça qui est un peu intéressant, et je pense que, étant donné les difficultés qu'on a à faire accepter les notions d'évolution, etc., dans certaines communautés, faire comprendre qu'il a fallu tout un travail pour en arriver d'abord à dire que c'était fixe, et puis ensuite à dire que ça n'était pas complètement. Je pense que c'est un peu important. On va mettre un peu d'huile dans cette porte. Parce que, effectivement, c'est le résultat de ce travail qu'on présente aujourd'hui. Ouais. Bon, je passe là-dessus. Ça, c'est une présentation justement des animalcules. Et donc, au XVIIIe siècle, eh bien, on va alors là, affirmer le fixisme et la reproduction des organismes à travers le sexe. Et là, des grands spécialistes. C'est donc Linné qui va, donc, d'une part, poser la classification des êtres vivants avec les catégories qu'on utilise encore aujourd'hui, même si ces méthodes ne sont plus retenues, hein, mais qui va le faire sur la base d'une vision parfaitement fixiste du monde. Et fixiste lié au sexe. Alors, Linné était un homme très cru sur le plan du sexe, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai fait traduire par un ami suédois un petit texte de lui que j'avais là. Donc ça donne ça. Oui, l'amour s'attaque même aux plantes, et c'est le moment où les mâles et les femelles, aussi bien que les hermaphrodites, tiennent leurs noces. Je vous parlais de ces dernières, je vais vous montrer dans les organes génitaux des plantes, lesquelles sont mâles, lesquelles sont femelles et lesquelles sont hermaphrodites. Une des feuilles, même de la fleur, les pétales, c'est que c'est Goethe qui avait développé ça, ne contribue pas à la procréation, mais sert seulement de l'inuption que le grand créateur a fait si merveilleusement avec de racines nobles et avec des senteurs au parfum si doux, que le jeune marié et son épousée peuvent célébrer leurs noces avec une grande solennité. Maintenant que le lit a été préparé, il est temps pour le jeune marié d'embrasser sa chère épouse et de lui faire cette offrande. Je veux dire par cela qu'on voit alors comment les testicules s'ouvrent et déchargent la poussière génitale qui tombe sur le style et féconde l'homme. Vous voyez que l'idée d'un sexe commun aux plantes et aux humains est très claire. On va dire à l'époque que la botanique ne peut plus être enseignée aux jeunes filles. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Quand on parle de la sexualité des plantes, moi, j'ai plein de gens au muséum qui viennent dire « Oh, il y a un sexe chez les plantes ». Je ne sais pas comment il faut faire pour faire passer cette idée, mais voilà. Alors évidemment, en plus, l'idée, on va classer les formes vivantes, les plantes, en fonction du nombre d'époux qui épousent une mère et une femelle. C'est pour ça que c'est d'autant plus scandaleux. Donc là, vous voyez les plantes qui ont 3 mâles avec une femelle dans la même chambre. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Enfin non, excusez-moi. J'exagère. À partir de au-dessus de 12, c'est plus que 12. Et après, là, c'est 2 grands, 2 petits, 4 grands, 4 petits, etc. Et puis à la fin, ceux qui font chambre à part, les monoïques. Et puis ceux qui habitent carrément dans des appartements différents, les dioïques. Et puis ceux qui cachent leur sexe, les cryptogames. Donc c'est pour ça que les champignons, les algues, etc. ont été mis malencontreusement dans la même catégorie. C'était pire encore à l'époque, puisque dans ce petit dessin qui a été fait à l'époque, l'exemple du cryptogame, c'est la figue. Puisqu'effectivement, les fleurs de la figue sont cachées. Voilà, donc les triandria, vous avez vu, voilà les octandria, et voilà. Les dioïca, donc plantes à sexe séparé. Enfin oui, donc au XVIIIe siècle, chez les meilleurs biologistes, il y a encore des gens qui discutent de savoir s'il faut une fécondation ou pas pour faire un descendant, mais chez les grands biologistes, c'est établi. Alors, on regarde pas des anomalies, mais... Oups, je passe là-dessus, excusez-moi. Alors, j'ai pas le temps de détailler ça trop grand, mais on va donc admettre que le sexe est nécessaire, et puis on va trouver qu'il y a des curieuses anomalies. Et ces curieuses anomalies, eh bien, c'est les cas où les organismes se reproduisent sans sexe. Comment se fait-il, alors que c'est si bien le sexe, qu'il y ait des formes vivantes qui ne l'utilisent pas? Et les choses vont un peu rester là pendant longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle. En fait, jusqu'au moment où la question va être reprise par des biologistes qui admettent, alors, je suis désolé, là, je viens de vous asséner ça violemment, hein, mais l'idée que ce qui se reproduit dans le processus d'évolution, ce sont essentiellement les informations génétiques. Aujourd'hui, on rajouterait les épigénétiques. Il y a des choses fascinantes sur l'épigénèse et les déterminaisons du sexe. Par exemple, sur les Turner. J'aimerais bien qu'on en parle tout à l'heure. Et donc, la reproduction d'informations, qu'au fond, la seule chose qui se reproduise dans tous ces phénomènes d'évolution, c'est l'information génétique. Que donc, ce qui est sélectionné par la sélection naturelle, ce sont les informations génétiques. Les organismes, eux, étant des structures transitoires, ne peuvent pas être sélectionnés. Et que donc, ce qui est sélectionné par la sélection naturelle, ce sont les informations génétiques.
Et que donc, au fond, toute l'histoire de l'évolution, c'est l'histoire d'une information qui a progressivement été sélectionnée pour produire des organismes qui la reproduisaient de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'inversion du système. C'est pas nos gènes qui nous servent à nous produire, c'est nous qui servons à produire nos gènes, en quelque sorte. Alors qu'est-ce que ça change sur le plan de la compréhension de l'évolution? Eh bien, pour comprendre comment un génotype peut exister, il faut comprendre en quoi est-ce que ce génotype-là s'est reproduit mieux que les autres. Et non pas en quoi l'individu était mieux. Voilà. Bon, je passe là-dessus. Je passe aussi là-dessus. C'est exprimé de façon pédagogique, mais très provocante par Dawkins, donc dans le gène égoïste. Mais ça va permettre de combattre ce qu'on a appelé à partir du début du XXe siècle, sous l'influence de Holden, l'attitude panglossienne. Je vous rappelle que Pangloss était ce précepteur de Candide dans le conte du même nom de Voltaire. Il enseignait la métaphysique cosmolonicologie. Il trouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Ségur-les-Baronnes est le plus beau des châteaux possibles, et Madame la meilleure des baronnes possible. Il est démontré que toutes les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Or, ce que remarque Holden dans les années 30, c'est que la biologie est pleine d'affirmations tout aussi ridicules que celle-là. C'est-à-dire que nous sommes habitués en biologie à dire que c'est bien, donc c'est expliqué. Et le plus bel exemple, c'est l'exemple. Alors, il y a un livre totalement panglossien qui a été publié dans les années 70-80 par un prof du Collège de France, que je ne citerai pas, qui s'appelle Le sexe et la mort. C'est que du pangloss. Enfin, pourquoi on meurt? Pour laisser la place aux jeunes. De la part d'un prof du Collège de France qui prennent leur retraite à 70 ans, c'est très simple. Donc, Pangloss, donc sur la mort, là sur le sexe, eh bien, voilà, pourquoi on fait du sexe? Ah, ben, vous avez tous enseigné ça à vos élèves. Le sexe, ça sert à faire de la variabilité, ça sert à permettre l'évolution. Genre, les êtres vivants se sont dit, il faut que je fasse des descendants différents. Et il faut que mon espèce puisse évoluer. Sinon, ça ne sera pas bien. L'espèce évolue grâce au sexe, donc c'est bien, donc c'est expliqué. On a tous fait ça. Si vous faites un peu quelle est la différence entre la mitose et la méiose, il faut dire que la mitose c'est pas mal, ça fait toujours pareil, mais c'est un peu ennuyeux, et que grâce à la méiose et à la fécondation, on a de la diversité, ça brasse, c'est génial. Tout est l'air de pouvoir dire ça, c'est vrai, une salle de train. C'est totalement panglossien. Parce que si vous voulez dire ça, il faut que vous montriez en quoi le fait de faire des individus variables augmente la reproduction des gènes en question. Et c'est là que le bas blesse. Une fois qu'on se pose la question, est-ce que ça augmente la production des gènes? Et bien on tombe sur un vrai problème. Bon, je passe là-dessus. Et la discussion, en fait, est venue de la question de l'altruisme. Comment expliquer qu'il existe dans les espèces vivantes, certaines formes vivantes, des individus qui s'occupent des autres plutôt que de se reproduire eux-mêmes. L'exemple typique étant dans les sociétés du Méditerranée, les ouvrières qui passent leur vie à nourrir leurs sœurs plutôt qu'à faire des descendants. Et à l'époque, il y avait, dans les années 60-70, il y avait deux écoles. L'école de Wynne Edwards qui proposait c'est la sélection de groupes, il y avait des groupes avec des altruistes et des groupes sans altruistes, et les groupes avec altruistes étaient avantagés et gagnaient contre les groupes sans altruistes. Le malheur, c'est que tous les modèles mathématiques qui ont pu être faits là-dessus montraient que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que comment garder des groupes avec des altruistes si jamais il y a des égoïstes qui peuvent s'installer dedans et qui, eux, se reproduisent au lieu d'aider les autres. Donc cette explication, sans la compliquer un peu, ne marche pas du tout. Elle marche très difficilement de toute façon. Alors bon, la réponse, elle a été trouvée par ailleurs. Je n'ai pas le temps de vous discuter de ça aujourd'hui. L'idée, c'est que ces femelles, ici, elles ont une quantité de gènes très importante en commun avec leurs sœurs. Et qu'en élevant leurs sœurs, elles reproduisent mieux leurs gènes que si elles faisaient des filles. Et ça, c'est pas du ressort de cet exposé-là. Ceci dit, la question de savoir est-ce que la sélection de groupe existe a donné naissance à une reprise du questionnement sur le sexe. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Darwin, en 1860, a écrit cette phrase absolument prophétique. Il n'y a pas de plus grand mystère au monde, me semble-t-il, que l'existence des sexes, particulièrement que la découverte de la parthénogénèse. C'est seulement un peu plus de 100 ans plus tard,
on a repris cette question. Alors pourquoi pas se cloner? Voilà la question que je vais poser. Oh, je n'ai pas le temps. Alors le sexe, ça coûte cher, on va voir de plusieurs manières. Déjà, ça coûte cher parce que ça demande un investissement absolument fou dans la recherche du partenaire. Dans le fait de repérer que l'autre partenaire, c'est celui qu'il faut, c'est-à-dire qu'il est de la même espèce, qu'il est peut-être éventuellement pas trop proche génétiquement, qu'en plus, bon, et puis il a d'autres qualités. Alors il y a des tas de signaux pour dire qu'on est un bon voile, bon je passe là-dessus, et là ça se traduit de diverses manières, mais donc il y a un investissement important déjà là-dedans. Bon, Darwin a beaucoup travaillé sur ces questions, excusez-moi je croyais, et je voudrais vous signaler que parmi les travaux qu'il y a eu sur les questions réalisées par Darwin, il y a des remarquables travaux sur les primaires par exemple. Et chez les primaires, je ne sais pas, vous connaissez tous ça, vous savez, vous le rappelez. Il y en a qui ont des étamines, un style long et des étamines courtes, d'autres des styles courts et des étamines longues. Chacune des deux formes ne peut pas se féconder elle-même. C'est-à-dire que seules les plantes à style court peuvent féconder les plantes à style long et réciproquement. Ce qui fait que, et là on a un problème, c'est que définir le sexe chez les humains, c'est déjà pas simple, on vient de le voir. On a parlé tout à l'heure du fait que quand on sera avec les bactéries, on y reviendra, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que j'appelle un sexe? Alors, si ce que j'appelle un sexe, c'est un groupe d'individus qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, mais qui doivent se reproduire avec l'autre groupe, c'est une des définitions possibles. À ce moment-là, chez les primaires, chez ces primaires-là, il y a deux sexes, mais chacun des deux est hermaphrodite. C'est clair? Bon, mais il y a des primaires où il y a une troisième forme avec des étamines et des styles intermédiaires. Donc chez ces primaires-là, il y a trois sexes. Et chez les trèfles, chez le trèfle, il y a des groupes d'individus qui ne peuvent pas se reproduire, avec l'auto-incompatibilité qui est avec le physique, des groupes d'individus qui ne peuvent pas se reproduire à l'intérieur, mais qui doivent aller chercher le groupe d'à côté pour se reproduire, et bien il y en a des centaines. Donc, question, pourquoi y a-t-il toujours deux sexes? Réponse simple, il n'y a pas toujours deux sexes. Dans ce sens-là, il peut y avoir un nombre très très grand de sexes, allant de 1 pour les hermaphrodites parfaitement autocompatibles, jusqu'à des centaines chez les trèfles. Alors, d'autre part, il n'y a pas toujours des mâles et des femelles, quand il y a deux sexes, par exemple chez le thym, j'ai étudié pendant une quinzaine d'années, il y a des hermaphrodites et des femelles. Donc il peut y avoir un peu de tout comme système sexuel dans la nature. Pour le déterminisme du sexe, on en a parlé un petit peu, vous avez dit qu'il y avait des épigénèses. Vous savez que chez certaines espèces, il est déterminé par la température d'incubation des œufs, à certaines périodes, etc. Je n'ai pas le temps d'en parler. Sachez juste que, évidemment, si on veut penser au sexe, il faut arriver à sortir de la façon dont nous percevons le sexe, nous humains, sachant que dans la nature, c'est infiniment plus compliqué, que le sexe, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas nécessairement lié à la production, qui peut être lié à du parasitisme. Et que chez les bactéries, ce qui provoque je vais avoir une photo, voilà, cette bactérie mâle donc en train d'infecter la bactérie femelle ici, et en train de lui fourguer son plasmide. Et avec le plasmide, certains gènes de la bactérie de départ passeront sans doute. Donc là, vous avez un système d'infection où le sexe est lié à l'infection. C'est d'ailleurs une phrase tout à fait remarquable d'un généticien du début du XXe siècle qui s'appelle Davenport, qui a dit « Il n'y a jamais loin de l'hérédité à l'infection ». Phrase que j'avais posée en examen à des étudiants. Ils en ont chié un peu. Voilà, donc, parasitisme, voire même prédation, puisque quand une bactérie mange autre chose, eh bien, elle peut récupérer la laine et l'intégrer dans son génome. Bon, ça c'est le sexe au sens large, si vous voulez. Hein. Bon, voilà, ça peut être multipartenaire, tout. Bon, évidemment, vous avez aussi chez les parasiticides, des choses, hein. la conjugaison. Le sexe au sens restreint, donc ça va être le cas où il y a une méiose et des gamètes, une fécondation. Avec deux modalités, l'isogamie ou la disogamie. Bon, je n'ai pas le temps, mais l'isogamie, donc c'est quand les deux gamètes sont de même taille, c'est pas aussi courant. Enfin, c'est pas très courant, c'est même moins courant que ce qu'on dit, parce que des fois les gamètes ont l'air de la même taille, mais il y en a quand même un des deux qui va fournir que son ADN. Et la lysogamie, donc tout le monde connaît, eh bien c'est un ovule et un spermatozoïde de taille extrêmement inégale. Et effectivement, je pense que c'est seulement là qu'on peut parler de mâle et de femelle. Si vous avez isogamie, vous pouvez avoir plusieurs sexes. Vous les allez appeler A et alpha, plus et moins, etc.
vous ne les appellerez pas mâles et femelles. On ne parle de mâles et de femelles que quand il y a une hétérogénéité de taille des deux gamètes. Et alors ça induit effectivement toute une série de comportements différents chez les mâles et chez les femelles. Bon, on en reparlera. Alors ceci dit, il existe des évolutions postérieures qui compliquent un peu les choses. Il y a des spermatozoïdes géants, comme ceux-là, qui sont aussi gros qu'un ovule. Il y a une drosophile qui fait un spermatozoïde de 2 cm de long. Elle fait 1 mm de long. C'est probablement un moyen pour ne pas se faire éjecter par le mâle d'après. Et effectivement, là, probablement, d'ailleurs, le flagelle est tellement grand qu'il est absorbé dans l'ovule et qu'il doit nourrir certainement le petit. Donc vous savez que globalement, en gros, en un cas d'anésogamie, le mâle ne contribue quasiment en rien à la production du descendant, physiologiquement. C'est la femelle qui fait tout. En gros, dans le point de départ, effectivement, la définition d'un mâle et d'une femelle pour un biologiste de l'évolution, c'est que la femelle, c'est celle qui produit le descendant, et le mâle, c'est celui qui met ses gènes dedans. Et c'est pour ça qu'on a eu tendance à dire que les mâles étaient originellement des parasites des femelles, parce que comment vous appelez un truc qui vous injecte ses gènes pour que vous les reproduisiez sans rien faire lui-même, c'est ça un parasite, et donc le mâle est fondamentalement un parasite. Ça ne veut pas dire que dans certains cas, il peut devenir utile a posteriori. Chez les manchots, par exemple, il n'y a pas moyen que la femelle élève le petit sans son mâle. Enfin, il faut être deux. On peut très bien se faire avec des individus du même sexe. D'ailleurs, ça existe. C'est que dans les zoos, maintenant, on a des phénomènes d'adoption dans les deux de manchots, et que les couples homosexuels sont plutôt plus efficaces que les couples hétérosexuels. Voilà, je passe là-dessus. Et donc, le problème que nous avons avec notre vision pamphlétienne du sexe, il est dans le cas d'anésogamie. Bon, je passe là-dessus, excusez-moi. Alors, la discussion qu'il y a eu sur pourquoi le sexe, eh bien, c'est une discussion donc, qui traitait de cette question de sélection de groupe, presque, et avec d'abord des amis de George Williams, qui publie au début des années 80 un livre sur la sélection de groupe issu d'un colloque. Et dans ce livre, John Maynard Smith avait écrit un article qui s'appelait « Pourquoi le sexe ?» Ce qui va amener George Williams à écrire en 1975 un livre qui s'appelle Sex and Evolution, puis John Maynard Smith en 1978, Evolution of Sex. Et le problème est posé. Et il est posé très simplement par les deux auteurs. George Williams parle de coût de la méiose. Non seulement, je vous ai dit, c'est coûteux de faire un mais c'est horriblement coûteux, bien plus que ça. Puisque, qu'est-ce que c'est qu'une méiose? Alors pour Williams, ce qui est incompréhensible, c'est les femelles. Une femelle, ça fait quoi? Ça fait une grosse cellule pleine de ressources, avec même éventuellement autour de quoi faire un œuf, etc., un placenta, tout ce que vous voulez. Elle a ses gènes à l'intérieur de la cellule, et il suffirait qu'elle les reproduise, puis tout irait très bien. Elle se clonerait. Mais au lieu de faire ça, elle jette la moitié de ses gènes dans une poubelle appelée globule polaire, de manière à ce qu'un type qui n'a rien fichu ramène ses gènes à la place. Donc, le mâle est bien un parasite des femelles, mais le point essentiel, c'est que les femelles font exprès de se faire parasiter. Il y a tout un mécanisme biologique chez la femelle, parce qu'il fait qu'elle ne peut même pas elle ne peut plus se reproduire et se faire parasiter. Et donc, les gènes de la femelle en question, vous admettrez que ce comportement, même chez les humains, est déterminé génétiquement. Or, les gènes de la femelle perdent la moitié de leur capacité de reproduction dans l'affaire, puisqu'ils ont une chance sur deux de se faire virer à la méiose. Donc, en termes de sélection, le sexe était horriblement coûteux, puisqu'on a une probabilité à de se faire jeter quand on est un gène chez une femelle. Maynard Smith, lui, va présenter ça d'une manière plus ingénieure, son origine. Il dit, imaginez, ça c'est une expérience de pensée que vous pouvez facilement faire. Imaginez une population où toutes les femmes font 2 enfants. Donc une population stable démographiquement. Chaque femme fait 2 enfants, elle a... Bon. Imaginez que là-dedans apparaisse une femelle parthénogénétique qui fait autant d'enfants que les autres. 2 enfants, sauf que c'est 2 filles. À la génération d'après, ça en fera 4. À la génération d'après, ça en fera 8. Depuis, au bout de 10 générations, ça en fera 1000. Au bout de 20 générations, ça fait 1 million. 30 générations, 1 milliard. 40 générations, 1000 milliards.
permettez à un évolutionniste de vous dire que 40 générations, c'est rien. Donc, si apparaissait une femme asexuée, sa descendance envahirait l'espèce humaine en 40 générations. Exit le sexe, exit les mâles. Manifestement, c'est arrivé chez toute une série d'espèces, il y a beaucoup d'espèces asexuées. Et c'est là, donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, les choses se sont inversées. On s'est mis à se poser la question, non plus de pourquoi est-ce que certaines espèces abandonnent le sexe qui est si bien pour faire la parthénogenèse, mais au contraire de comment se fait-il que toutes les espèces n'aient pas perdu le sexe. D'accord ? Et cette question-là, posée dans les années 70, eh bien, elle n'a toujours pas reçu une réponse qui satisfasse tout le monde. Le débat est encore ouvert. Alors, évidemment, vous connaissez certaines réponses. Évidemment qu'il faut évoluer, et donc évidemment qu'il y a 3 phénomènes, et je m'arrêterai là-dessus, qui permettent d'expliquer le maintien du sexe. Premièrement, la nécessité d'évoluer constamment, en particulier vis-à-vis des parasites, quelque chose que les évolutionnistes appellent la course de la reine rouge. Je n'ai pas le temps de vous expliciter ça, mais ça vient de Lewis Carroll de l'autre côté du miroir, vous retrouvez ça sur le web facilement. Donc la nécessité de coévoluer avec les pathogènes oblige à constamment fabriquer de la nouveauté. Premièrement. Deuxièmement, la réparation. La réparation de l'ADN nécessite d'aller chercher des copies non abîmées, enfin pas abîmées de la même façon que la sienne, pour faire un descendant. Le malheur, c'est que dans les modèles théoriques, on arrive à la rigueur, en tordant bien les paramètres, à expliquer le maintien du sexe avec ça. Mais quand on étudie les choses dans la réalité, on n'a jamais réussi à trouver que ces forces-là compensaient un facteur 2 par génération. Pour que vous disiez que le sexe est fait pour faire de la diversité, il faut que vous montriez que la descendance d'un individu qui se clonerait serait en moyenne 2 fois moins bonne que la descendance d'un individu qui fait du sexe. Que votre génotype serait 2 fois moins bon que celui de vos enfants. Sinon, il fallait vous cloner. Donc vous voyez en quoi c'est terriblement panglossien, c'est que ce qui est sélectionné naturellement, c'est la production asexuée. Et dire que le sexe, c'est bien, donc c'est normal que ça soit là, hein, c'est pas du tout une explication. Alors, la troisième manière d'expliquer les choses, c'est de dire qu'en fait, eh bien, il n'y a pas moyen de contrecarrer cet avantage de 2 pour la parthénogenèse. Que toute espèce où apparaît une forme asexuée devient asexuée. Mais qu'elle s'éteint, parce que ça en revanche c'est quelque chose qu'on sait, toutes les espèces asexuées ont l'air de s'éteindre beaucoup plus vite que les espèces sexuées, sauf les rotifères d'éloïdes. Et encore, bon. Alors, bref, on a un exemple spécial de rotifères d'éloïdes qui ont l'air d'avoir tenu de façon asexuée pendant longtemps. Donc en fait, est-ce que la sélection ne se produit pas à l'échelle des espèces, des lignages, hein? Est-ce que la sélection, c'est pas les lignées asexuées qui peuvent faire des asexués, produisent des asexués et disparaissent, ne restent que les lignées qui, pour une raison quelconque, sont incapables de fabriquer des asexués, et c'est bien notre cas. Jusqu'à Dolly, on croyait que c'était complètement impossible de faire de la production asexuée à un mammifère. Tout en fait, c'est pas complètement possible. C'est pas complètement impossible, enfin, manifestement, ça se produit jamais naturellement. Si ça se produisait naturellement, et ça moi, c'est un sujet, j'aimerais vraiment faire une fiction là-dessus. Imaginez qu'apparaissent des femmes parthénogénétiques. Qu'est-ce qu'on fait? D'après François Héritier, on les zigouille, hein, mais on le stérilise, c'est pas possible, parce que si on les laisse faire, il n'y aura plus d'hommes. Hein. On perd le fou. Alors, voilà, quand je dis ça, souvent les gens disent, mais alors on ne sera plus là. Alors je dis, mais non, vous serez morts. Hein. Et là, j'aime bien parce que il y a des gens qui disent ça, on ne sera plus là, puis il y a d'autres qui disent, ah, ça sera super, il y aura plein de femmes et peu d'hommes. Ça dépend des hommes. Voilà, donc, voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est que les histoires sur le sexe, aujourd'hui, ça reste des tas de questions. Vous voyez, c'est des choses qui paraissaient complètement établies. Donc, le sexe, c'est bien, etc. Et bien, c'est pas aussi établi que ça. Et il reste des débats dans la communauté scientifique sur des mécanismes précis qui font que le sexe existe et que le sexe se maintient dans les formes différentes. Voilà, merci.